Tov. Alors, Shavua Tov, on va reprendre ce que nous avons commencé la semaine dernière concernant l'évocation effectivement du conflit. Je rappelle juste un mot, qui sont des abréviations, qui résument assez bien, encore une fois, la problématique à laquelle nous devons affronter. Ce que j'appelle l'ouvrage auquel je me réfère, Ephrat. Otiot Ephrat, à savoir Eroi, Aleph, Parshanout, Regesh, Petgouva. Ces 4 points essentiels, encore une fois, sont fondamentaux pour bien saisir, encore une fois, ce à quoi on peut être confronté. Il faut d'abord prendre en considération, quand on parle de Héroua, je le rappelle, on parle d'une réalité qui a lieu. Il n'y a rien de plus alarmant et de plus affligeant quand un enfant, à titre d'exemple, va tomber par terre et on va lui dire il ne s'est rien passé, c'est pas grave. Non, si l'enfant, encore une fois, il ressent une douleur quelconque, qu'elle soit physique ou nafshite, il s'est passé quelque chose. Il y a un héroua. On ne peut pas, encore une fois, l'oublier et ce n'est pas moins important et moins grave en ce qui concerne le couple. Deuxième chose, effectivement, et c'est toute la problématique, c'est l'interprétation qu'on va donner à cet événement. L'interprétation, elle peut être hystérique, au féminin comme au masculin, comme, encore une fois, elle peut essayer d'être réellement axée sur le fond du problème. Et puis, le troisième point, on a dit, c'est le regesh. Il est évident que ce sont des êtres humains, pas des robots. Donc, mathématiquement, eh bien, on est confronté à aussi cette problématique de l'intelligence sensible et où est-ce qu'elle va mener, où est-ce qu'elle va influer sur l'interprétation qu'on va porter sur l'événement. Enfin, du coup, la réaction justement, qui peut s'avérer, c'est là-dessus qu'on s'était arrêté la dernière fois, qui peut s'avérer constructive ou au contraire totalement dévastatrice et destructrice. N'est-ce pas? On avait expliqué que, en réalité, eh bien, la suite, hélas, douloureuse, mais logique, qui peut justement, auquel peut mener justement eh bien, le conflit, grâce aux attentes, grâce aux déceptions, grâce à la détresse dans laquelle on peut, la colère dans laquelle on peut se trouver, elle peut mener inexorablement au divorce. Et c'est une des raisons pour laquelle, effectivement, eh bien, cela serait dramatique avant d'arriver à cela. D'accord? Maintenant, une fois que nous avons bien saisi la base essentielle du conflit, pourquoi le conflit existe, ça je répète à ce que j'ai dit la dernière fois, on commence à essayer d'envisager un petit peu la réparation. La réparation, elle commence d'abord et avant tout, par une sikha, par une conversation. Une conversation qui a pour objectif, une sikha mutuelle, qui a pour objectif justement, eh bien, d'essayer de résorber cette situation sans négliger la vie de l'un comme la vie de l'autre. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a cette volonté intrinsèque du couple qui s'anime en tant que couple, et c'est cela qui va permettre, encore une fois, la légitimité d'un côté du conflit, mais d'un autre côté, de pouvoir essayer aussi eh bien, y amener un résultat probant, j'ai envie de dire. Alors, je voudrais là encore une fois vous faire partager, avant de commencer notre propos, vous faire partager pareil, un petit schéma du même style, j'ai envie de dire, qu'on a vu la dernière fois. Il est ça. Et tac. OK. Vous voyez l'écran? On va juste essayer de l'aborder rapidement. Pas? Vous voyez l'écran là? Ok. Oui, on voit Vous le voyez quoi WhatsApp. sur l'écran? C'est tout petit. Ah On non. voit tout, hein. On voit tout votre WhatsApp. Par contre, cliquez sur la photo peut-être. J'ai compris. Attends une seconde, il faut que je refasse le truc. Bon, j'ai compris. OK. Et ça, tac. Excusez-moi que ça prend 2 secondes. J'ai essayé, ça marchait bien, voilà. C'était à prévoir que ça serait un problème. Ouf. Bon, tant pis, je vais vous le dire à l'oral si j'arrive pas à le descendre. Et je pensais que j'arriverais à le mettre, à vous le montrer directement. Si vous voulez, la photo sur le groupe. Et nous, on va directement sur le groupe et on regarde. Ah oui, tu as raison, tu as tout à fait raison. C'est une très bonne idée. Mmh.
Tac, forward. Fini. OK. Vous avez normalement je vais vous l'envoyer à l'instant. Bien fait. Donc, on va faire comme ça. Bégadol, ce qui est indiqué justement donc, sur ce schéma que vous avez, on le voit, on le passe en revue rapidement ensemble. Siour Mochot. D'accord? Il y a clairement une réflexion, encore une fois, et je répète, dans cette sikha, l'objectif, clairement, c'est d'essayer, sans négliger la personnalité de l'un comme de l'autre, de réfléchir. Cela se traduit automatiquement, et c'est ça qui est positif, par un diyun, avec, encore une fois, la finalité de vouloir trouver la solution à la problématique, quelle que soit la raison de ce conflit. Ça aussi, il faut toujours avoir en tête, j'ai pris l'exemple volontairement d'un jeune enfant, mais il faut avoir toujours le référent que le sentiment partagé par la personne qui a été blessée par tel ou tel point, il est évident qu'il faut le comprendre. Encore une fois, comment dirais-je, ce n'est jamais, ça peut vous paraître toujours sans importance, mais ça a de l'importance à partir du moment où ça a de l'importance pour l'autre. Nous sommes dans une réflexion qui n'est pas rationnelle, une réflexion qui est sensible. Et par conséquent, il faut toujours être conscient que si l'autre y trouve de l'importance, que si l'autre, encore une fois, y attache de l'importance, eh bien, je ne peux pas négliger. Ça peut être, vous savez très bien, moi je prends l'exemple de l'enfant, ça peut être là, son nounours qui est déchiré ou qu'il a perdu ou je ne sais quoi d'autre, qui peut vous paraître comme un drame relativement fragile et qui pourtant pour ce jeune enfant, c'est la tragédie grecque. D'accord? Bon, et ben c'est pareil. Tu as servi du thé à ma belle-mère plutôt que de servir du café, oh il va voir et c'est la catastrophe. C'est une éducation aussi à réfléchir pour essayer de comprendre les convenances et tout ce qui peut se produire, mais ce sont des choses qui existent. Et donc, encore une fois, l'objectif de la sikha qu'on a dit, c'est clairement de trouver une solution au problème. Et comme il est inscrit juste après, Massa ou Matan, Shnei Atzdadim, sans négliger, encore une fois, ni d'un côté, ni de l'autre, encore une fois, la personnalité, l'identité. Donc, il faut respecter justement la différence, la distinction qui génère, qui régit votre rapport à votre conjoint et mutuellement. D'accord? Arshad, on a un nouveau couple qui se joint à nous. Ça me fait plaisir. C'est émouvant. Donc, Aviel, tu vas voir qui c'est dans 2 minutes. Voilà. Dan Chouquet, il a écrit. Donc, ce qui va effectivement être évoqué, c'est quoi la cavote? Mais je parate. Oh, vous nous entendez? Les chouquettes. Donc, je reprends. Et donc, évidemment, ce qui est distinctif entre nous, c'est la controverse. Donc, la controverse qui existe, il faut qu'elle soit, encore une fois, bien ciblée. On n'est pas dans la controverse pour la controverse. On passe de Shlach à Parashat Korach, et il est évident qu'on connaît la problématique de la controverse au nom de la controverse. Peut-être je me permettrai d'ajouter un point dans ce qui nous permet aussi un petit peu de ramener à la Parashat de la semaine. Vous savez pertinemment, comme le rappelle le natif de Vologine, n'est-ce pas, sur la Parashat Shlach Lecha. Il y a une réalité quand on va rentrer en Eretz Israël. Dans quel état d'esprit on y rentre? Est-ce qu'on y rentre avec une attente, encore une fois, d'une situation miraculeuse qui va justifier, qui va exprimer notre rentrée en Eretz Israël, ou au contraire, on veut y rentrer de manière la plus naturelle possible? Donc, est-ce une bracha ou est-ce pas une bracha d'aller sous cet angle miraculeux du Nes, la direction du Nes, ou la direction naturelle? Tout dépend de la situation spirituelle du peuple au moment où il va rentrer en Eretz Israël. On a un petit peu, si je me permets, la problématique à niveau du couple. Il est possible que pour tel couple, de servir du thé à la menthe plutôt que du café à sa belle-mère n'est pas zone de conflit, et que pour un autre, ça va être le tremblement de terre. Donc, encore une fois, partant de ce postulat, il est fondamental de bien saisir que tout est aléatoire en fonction aussi de la santé physique et spirituelle du couple. Il est possible qu'encore une fois, un désaccord dans le couple ne prenne pas une proportion dramatique, comme je l'ai utilisé, de tragédie grecque, comme il est possible, encore une fois, que ça devienne un drame qu'on casse toutes les assiettes de Shabbat. Donc, il faut prendre ça en considération. Ce qui nous importe, ce n'est pas de mépriser, ni, encore une fois, de négliger la valeur du conflit. C'est juste de savoir comment est-ce qu'on gère le conflit. Je vous rappelle, c'est le titre
n'est-ce pas, de notre étude volontairement, c'est comment gérer les conflits. On verra aussi, Michal, sur la question des disputes, mais comment gérer ce conflit. Donc, il y a ces postulats que j'ai évoqués avant, il y a la marloquette, qui est un terme essentiel, encore une fois, mais à la condition que ce soit une marloquette, comme on dirait les Shem Shamaï, une marloquette qui a pour objectif d'essayer de retrouver une cohérence dans le couple. Vous avez le victoire, et la problématique du victoire, justement, de la dispute, c'est qu'elle est toujours animée par des émotions. Et c'est aussi pour ça que je l'avais un petit peu évoqué la dernière fois, que dans un moment émotionnel, dans un moment de drame émotionnel, on ne peut certainement pas résoudre tout un ensemble de problèmes. Ce n'est pas possible, ça ne marchera pas. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas de réflexion. Il y a d'abord et avant tout l'idée d'attaquer parce que la personne a été blessée et elle a été pliée au vif. D'autre part, vous avez en troisième point la question de la mériva. Okay, et la mériva, pourquoi c'est, quelle est la différence entre la mériva et le victoire? Il faudra y revenir. Mais je vous dis un mot en tout cas qui est important. C'est que la mériva, en général, elle commence quand on commence à évoquer cette expression de « mais tout le monde pense comme ça ». Mais dans tous les couples, ça marche comme ça. Cette phrase-là, vous la sortez de votre sémantique. Ce n'est pas vrai. Ça n'existe pas et ça ne doit pas exister. Même si vous avez des éléments similaires, encore une fois, dans la manière dont les couples gèrent leurs conflits ou de les jours où les couples gèrent leurs problématiques, vous ne pouvez pas rentrer dans ce contexte-là. D'accord? Je suis à Akko. Tous les couples dans la ville d'Akko, ils gèrent leurs conflits de la manière suivante. N'est-ce pas? Femme, tu te tais, le mari frappe sa femme. C'est-à-dire, on est chez les beurs, je vous rappelle quand même. D'accord? Donc, si je commence à dire tous les couples fonctionnent comme ça, avec une femme ashkénaze, c'est moi qui vais me faire déchirer. Vous avez compris. Aval. Et Ken, pour ceux qui viennent pour la première fois, il y a aussi de l'humour par Zoom. D'accord? Et enfin, effectivement, point éventuel, le doux grave, c'est justement, j'en parle à l'instant, c'est-à-dire c'est la guerre. C'est le combat. Et c'est la guerre, c'est pas c'est frais, c'est déclassé. Non, non, c'est la guerre, la Troisième Guerre mondiale. N'est-ce pas? Et dans ce cas-là, il y avait le Rav Wiener, quand il disait qu'est-ce qu'on fait dans le cas d'une femme battue. Alors le Rav Wiener, il dit il y a plusieurs possibilités. Et l'une d'entre elles, c'est que la femme apprenne le karaté. Qui était, semble-t-il, la meilleure qui soit. Alors, avant d'arriver évidemment à cela, on essaie réellement de bien saisir, encore une fois, pour rendre légitime ce conflit, ce qui va permettre, encore une fois, d'entamer clairement un dioun, on a dit un approfondissement, encore une fois, de ce désaccord, pour que ça ne se transforme pas justement en chose la plus terrible, la plus négative qui serait donc effectivement la Troisième Guerre mondiale. Le dioun, encore une fois, comme on l'a dit, c'est déjà une réflexion. Il y a déjà, encore une fois, une volonté d'avancer où les deux côtés, les deux facettes cherchent une solution à notre problématique. Maintenant, dans le moment, effectivement, où on est conscient d'un désaccord, eh bien, ce désaccord va devoir, et on va y revenir dessus, va devoir bien saisir, bien laisser entendre que l'ego n'a pas sa place. N'est-ce pas? Parce qu'à partir du moment où l'ego, encore une fois, est mis en valeur, quand on dit à Gahava, à Kavod, Ve Atava, Motsivita Damina Olam, il est clair que la notion de Kavod à ce moment-là, eh bien, elle ne permet pas clairement de pouvoir régler le conflit. Donc, c'est pour cela que le victoire, la dispute, elle peut amener vers des choses absolument, encore une fois, des terrains glissants, des terrains dramatiques où on s'oublie. Et la nuance, il y a, j'avais cité d'ailleurs, justement, ce penseur, la dernière fois, il a expliqué cette idée qui s'appelle Aleph Bet Vertington, c'est son nom, et il dit que la différence entre le victoire et la mériva, c'est que dans le premier, on n'est pas d'accord avec ce qui est dit, dans le deuxième, avec celui qui parle. Et je pense qu'ici, on a ici une définition essentielle. On est toujours dans, justement, la controverse, quelle qu'elle soit, toujours à ne pas mélanger l'interlocuteur et ce qu'il dit. Parce que si, encore une fois, eh bien, on arrive à des terrains personnels, nous ne sommes plus dans la volonté de résoudre le problème. Nous ne sommes plus dans la volonté réellement d'avoir un dialogue qui est essentiel, encore une fois, au couple. Nous sommes déjà dans une guerre fratricide. En l'occurrence, fratricide ou couplicide, si vous voulez, mais enfin, c'est ça l'essentiel. Et fratricide, je vous renvoie évidemment à Chotiat de Avram Avinu, où il y a ce rapport fraternel entre un homme et sa femme. Alors que justement,
Ce que nous voulons, c'est régler cette problématique qui fait qu'on est en conflit. Pas que ça devient légitime de blesser autrui, voire même de le considérer comme un ennemi, ce qui serait évidemment problématique. De la même manière qu'il n'est pas du tout à l'ordre du jour de faire flancher l'autre côté. J'ai coutume d'expliquer quelque chose qui est particulièrement important et qui est aussi très délicat. Cette notion de lévater. C'est pareil. Si, encore une fois, il y a un sentiment de vitour, un sentiment de s'annihiler pour autrui, en soi, c'est un problème. Vous me direz, mais quelle est la différence entre le fait de faire plaisir à autrui et le fait de s'annuler pour autrui? Même si sémantiquement c'est différent, on pourrait croire que concrètement, c'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Parce que cette volonté, encore une fois, eh bien, de vouloir absolument, et ça dépend, je répète, de la volonté et de la dimension de la maturité spirituelle sur ce point, mais c'est intimement rattaché à la valeur que nous donnons au couple, en tant que couple. C'est-à-dire qu'il y a l'importance du foyer en tant que tel. C'est pas je vais faire quelque chose pour lui, après tout ce que j'ai fait pour toi. Cette phrase-là, en tant que telle, elle est déjà problématique. Et il y a des couples qui fonctionnent selon ce prisme-là, il n'en demeure pas moins que ça reste problématique. Il doit y avoir un sentiment où il y a cette cohérence, encore une fois, qui fait qu'on est ensemble, dans les moments fastueux, comme dans les moments difficiles. Et c'est au nom de cela, encore une fois, que nous agissons. C'est pour ça que ce n'est pas deux côtés, c'est on est ensemble. Et au milieu de ce ensemble, eh bien, il y a une contradiction. Il y a, encore une fois, des affrontements qui peuvent s'avérer clairement difficiles et délicats. Donc, comment est-ce qu'on va gérer, justement, comme on a dit, la négociation, le masa ou matan, qui va permettre bien d'entamer une solution à ce conflit? Il faut prendre en considération, j'ai envie de dire, 6 points, 6 paramètres essentiels. Le premier, c'est le dialogue. Il est évident, comme on l'a dit, quand on est motivé par des émotions fortes, à ce moment-là, malheureusement, on ne peut pas arriver au dialogue. Donc, il faut un dialogue pour prendre des décisions. Viens, on en parle tranquillement un peu plus tard. Il est préférable de remettre à plus tard un dialogue qui va trouver une solution au problème, quitte à, comme on dirait en bon français, se rabibocher pour éviter de passer une mauvaise nuit ou pour éviter de ça. Mais viens, on en parle demain, viens, on en parle un peu plus tard, au moment où on va être serein pour réellement traiter du problème. Parce que si on traite du problème immédiatement, cela ne sera pas forcément, encore une fois, fructueux et concluant pour le bien du couple. Achab. Okay. Donc, il est clair qu'il y a un accord mutuel, un accord tacite mutuel pour trouver justement la solution au problème, mais encore une fois, qui, à l'inverse de ce dialogue possible et souhaitable, vous avez, je répète, la problématique de la dispute, de la mériva. Enfin, puisque j'attaque la personne sur ce qu'elle est et pas sur ce qu'elle a fait, c'est clair que dans ce cas de figure, l'inverse du dialogue, c'est la mériva à ce niveau-là, c'est que l'inverse du dialogue qui a comme objectif de trouver une solution à notre problème, eh bien, la dispute n'est pas son objectif de trouver une solution au problème. Je répète, il ne faut pas mélanger la dispute, le désaccord et la controverse. La dispute, elle est par essence, encore une fois, insolvable. Deuxième point essentiel, justement, et qui montre bien la nuance, encore une fois, au niveau du dialogue et de la dispute, c'est la question de la manière de s'exprimer. Mais là, encore une fois, vous allez dire, c'est aussi très culturel. À partir du moment où nous sommes en train de crier, d'hausser le ton, il n'y a pas de dialogue. Ce n'est pas un dialogue. Et donc, automatiquement, ça n'amènera pas à une solution, à aucune solution possible. Puisque ce qui est géré ici, et on peut se poser aussi la question, pourquoi est-ce que la personne émet le besoin de hausser le ton? Je ne sais pas si vous avez réfléchi, mais pourquoi est-ce qu'on hausse le ton? On hausse le ton parce qu'en réalité, il y a un sentiment de ne pas être écouté, et donc automatiquement, eh bien, ça amène à parler plus fort. Mais derrière cette question de ce sentiment de ne pas être écouté, il y a un sentiment justement pas forcément de grande confiance en soi et de manque de valeur qu'on se donne à soi-même, qui se traduit encore une fois par une détresse que eh bien, nous exprimons vis-à-vis de l'autre.
Vous m'entendez? On vous entend, on vous entend. Ah, excusez, ça a bugué peut-être un peu. D'accord? Cette problématique, encore une fois, de ce haussement, encore une fois, de mots, qui n'est plus contrôlé, qui n'est plus géré, qui n'est plus explicité, encore une fois, et c'est ce qui, évidemment, est le feu, ce qui va agrémenter le foyer de la dispute, n'est-ce pas? Puisque, justement, nous ne sommes plus dans un dialogue, nous sommes dans une guerre de mots. Le troisième point qui est essentiel, encore une fois, entre le dialogue et la mériva, c'est sur un sujet bien précis et qu'on parle avec quelqu'un. Aujourd'hui, ce matin, j'avais une dispute quelconque qui n'a rien à voir avec notre propos et ça me faisait beaucoup rire. Et d'ailleurs, je ne m'y suis pas vraiment attaché parce que la réaction qu'il y avait en face, c'était Athènes. C'était vous au pluriel. Il n'y a plus de dialogue qui existe, puisque l'objectif, encore une fois, c'est uniquement de déverser ma colère sur un type de conception dont, semble-t-il, je faisais partie. Ça, évidemment, ça ne peut pas amener autre chose qu'à une dispute. Et comme je n'ai certainement pas envie de me disputer, encore moins le Shabbat, donc, j'ai dit, je ne suis pas intéressé à parler. Ça règle le problème. À l'inverse, dans cette mériva, et si, encore une fois, on est tous en train de hausser le ton, de parler dans un langage général, collectif, accusateur, automatiquement, ça amène malheureusement une perte de contrôle et une forte blessure sensible, une forte blessure, encore une fois, au niveau des sensibilités. Je ne sais pas si vous me voyez, vous êtes avec moi, parce que je vois beaucoup d'écrans noirs, mais bon, j'espère que vous êtes avec moi. Ah, il y a Avi, il y a Avi, Achab. Donc ça, c'est encore une fois le troisième point important par rapport qui va distinguer le dialogue et la dispute. Le quatrième point qui est évoqué, qui met bien en évidence la distinction, je répète, entre le dialogue et cette dispute, c'est dans le dialogue, nous pouvons avoir un avis, encore une fois, clair, et surtout, ce que nous souhaitons dire va être dit avec une extrême exactitude. Dans la dispute, automatiquement, vont sortir des expressions qui ne seraient pas dites si elles avaient été réfléchies, si elles avaient été dites de manière rationnelle. Par exemple, jamais tu fais ça. Oh, toujours tu te comportes de la sorte. Mais ces expressions-là ne sont pas des expressions rationnelles, parce qu'on sait pertinemment que la personne ne se comporte pas constamment de la manière suivante. Simplement, dans les faits, sous l'effet de la colère, sous l'effet de la dispute, eh bien, il n'y a plus, encore une fois, de contrôle. Il n'y a plus de cohérence dans ces problématiques-là, et automatiquement, ça peut amener, comme je l'ai dit, à des terrains qui sont évidemment très dangereux. Dans le dialogue, le cinquième point supplémentaire, c'est la question de l'écoute mutuelle. Et je répète, c'est la notion de dialogue aussi qui est fondamentale. On peut avoir un dialogue, j'avais eu l'occasion de l'évoquer, mais c'est bien de le rappeler à ce moment ici. Dans la question de dialogue, vous pouvez avoir un dialogue qui soit en réalité un monologue, comme vous pouvez avoir un monologue qui est un dialogue. Je m'explique. On peut avoir une réalité où la personne, elle parle, et celui qui est en face est réellement en train de l'écouter. Il y a une écoute à la fois passive et une écoute active. On avait expliqué sur la difficulté d'écouter pour ceux qui se rappellent. Mais la problématique, c'est quand je parle avec quelqu'un, si la seule chose qui l'interpelle, c'est de savoir qu'est-ce qu'il va me répondre. Donc, il a écouté une phrase, il a écouté une parole, et maintenant, il est concentré, qu'est-ce qu'il va me rétorquer. Donc, il n'a pas écouté tout le reste du propos. Et donc, automatiquement, dans ce cas-là, il n'y a pas de dialogue, puisque justement, ce n'est pas un échange, c'est juste, encore une fois, de pouvoir essayer de contrecarrer ou de contredire autrui, ce qui, évidemment, remet en cause la valeur du dialogue. À l'inverse, vous pouvez avoir deux personnes qui parlent en même temps, bon, ça, c'est ce qu'on appelle deux monologues, il n'y a pas d'écoute puisqu'on parle en même temps. Et puis, il y a une réalité où beaucoup de choses vont être justement gérées, pas forcément par des mots, mais par une écoute attentive. Qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que j'entends? Et je n'ai même pas besoin de réagir, encore moins de manière irrationnelle, puisque ce que tu me dis, je l'ai entendu, je l'ai écouté. Et c'est vraiment une capacité d'écoute. Pour justement, par la suite, parfois même, ça peut aider, cette idée que après avoir écouté quelqu'un s'exprimer, alors on reprend ses propres mots pour dire, voilà ce que j'ai compris. Est-ce que c'est ça que tu as voulu dire? Et la personne décidera si c'est ça qu'elle a voulu dire ou non. Et là, dans ce cas-là, il y a une vraie écoute. À l'inverse, dans la dispute, non seulement
comme j'ai dit, on parle ensemble, mais le parler ensemble n'est pas forcément la cacophonie. C'est parler ensemble, d'abord et avant tout, parce que nous ne sommes pas dans cette qualité d'écoute, encore une fois, mutuelle. Le principal, c'est de sortir de ces gonds, c'est de sortir tout ce qu'on a envie de dire. Et ça, évidemment, nuit à la possibilité de solution à la problématique. Enfin, le 6e point, qui est fondamental aussi dans le dialogue, c'est d'entretenir. Parfois, il y a des problématiques qu'on a réussi peut-être à sauvegarder, à préserver, à solutionner, mais le fait de le répéter, le fait de le dire, permet justement d'entretenir ce dialogue. J'aime à penser et j'aime à dire que, et surtout et même pour ses enfants aussi, mais il ne faut pas oublier que la valeur du dialogue, elle a une valeur en tant que telle, une valeur intrinsèque à elle-même. Pourquoi on parle? Et ça, il faut bien que les hommes, à chaque fois, ils l'entendent. Pourquoi est-ce qu'on parle? Pas pour trouver une solution au problème. On parle pour parler. On parle parce que nous avons justement un climat de confiance mutuelle qui fait que nous parlons justement ensemble. Et ça, c'est l'avantage essentiel évidemment du dialogue qui va découler, qui va justement accoucher vers de nouvelles idées aussi qui vont pouvoir encore plus renforcer encore une fois, la valeur du couple qui se construit. Et Achab, ça c'est pour le 6e point. Évidemment, dans la question de la dispute, à l'inverse de ce dialogue, alors on revient toujours avec les mêmes thèses, avec les mêmes complaintes et qui n'ont pas, encore une fois, pour objectif de déboucher sur quelque chose qui va amener une solution. Donc, pour sortir clairement de ce combat, n'est-ce pas, de ce combat éventuel, c'est ce qui sort d'abord dans la valeur du dialogue. Maintenant, dans le cadre de la dispute, quand on arrive à ce cadre justement où nous sommes réellement, on parle de doukrave, où on parle réellement de duel à l'épée, l'épée physiquement, kheref pifiot, de duel à l'épée physiquement ou spirituellement, n'est-ce pas, la bouche qui devient justement une arme absolument terrible. Et donc, dans ce cas-là, comme on a dit, il n'y a pas de dialogue, puisqu'on est uniquement que sur la dispute et voir, encore une fois, le rapport méprisant à l'égard d'autrui. Juste avant d'apporter, encore une fois, une crise de considération pour éviter d'arriver à ce stade-là, est-ce qu'il y a des questions? Je n'ai pas demandé. Donc, tout le monde dort, personne n'écoute, en fait. Razak. Aviel, ça va, vous m'entendez, les autres? Ça. Pour justement prendre là encore une fois le pas et le recul suffisant pour éviter d'arriver justement à, encore une fois, comme je l'ai dit, à un duel armé. Pour cela, il faut bien entendre 7 points essentiels. Premier point, Rabotai, Shoni Migdari. Shoni Migdari, c'est-à-dire que bien comprendre que toute ta manière de penser en tant qu'homme ou toute ta manière de penser en tant que femme, sont, on peut oser le dire, contradictoires l'une à l'autre. Donc, il n'y a pas de prophète. On sort de cette réalité où on pense que l'autre, automatiquement, il va très bien saisir et comprendre ce que je dis et ce que je fais. Ce n'est pas exact. Et d'autant plus quand on construit un couple, et d'autant plus quand la fatigue aide aussi le stress et la parnassa et plein d'autres problématiques qui peuvent se greffer et qui peuvent aveugler, encore une fois, le regard limpide qu'on peut avoir à l'égard de la réalité. Je vous mets en phase avec ceux qui, on a tous fait l'armée, les milouim, et même dans n'importe quel domaine. Je vous mets en phase où nos épouses, quand elles sont après une nuit où elles ont peu dormi parce que le bébé a pleuré toute la nuit, ou j'en sais rien, quel que soit le contexte, mais il est certain que dans ce genre de réalité, autant on peut être quelqu'un de très dynamique, de très vivant, de très vital, de très souriant, de très jovial, et pourtant, après avoir passé une nuit sans dormir parce qu'il s'est passé telle ou telle chose, ou parce que, peu importe, il sera très compliqué d'être, comme on dit, les yeux en face des trous. Il sera très compliqué, encore une fois, de prendre à la légère peut-être certaines remarques ou certaines idées qui n'ont pas été entendues, ou même de réfléchir à la solution, ou de réfléchir, encore une fois, à ce qui aurait pu se passer si j'avais agi autrement. Non,
parce qu'à ce moment-là, encore une fois, eh bien, on est vraiment particulièrement fatigué ou particulièrement en détresse ou épuisé, quelle qu'en soit la raison. D'abord, il faut bien entendre qu'il y a une manière d'aborder la réalité qui est une manière masculine et une qui est féminine, encore une fois, et ils ne vont pas, chacun de vous, aborder toute situation, tout conflit de la même manière. Entre parenthèses, il y a certaines personnes, même à l'échelle humaine, il y a certaines personnes, quand il y a un mashber, un problème quel qu'il soit, alors ils sont congelés sur place. Et d'autres, au contraire, ils ont tout de suite la méthode, encore une fois, pour régler ce problème. Donc ça, c'est, encore une fois, le premier point essentiel, de bien le saisir. Le deuxième point, c'est la notion de ce qu'on appelle, justement, avant mariage, après mariage. Automatiquement, quand on était dans cette phase de fiançailles, où on était deux êtres séparés, distincts l'un de l'autre, eh bien, on abordait l'autre de manière, justement, puisqu'on fixait un rendez-vous, donc c'était aussi géré d'une certaine manière, avec une certaine délicatesse, avec une certaine sensibilité. Il est évident que c'était géré d'une certaine manière. Après le mariage, même s'il n'y a pas, a priori, de changement radical, il n'empêche qu'on n'est plus dans le Hani, on est dans le Anachnu. On n'est plus, encore une fois, en tant que jeune, mais on agit en tant que nous. Et donc, parfois, il arrive que l'un ou l'autre des conjoints, eh bien, réfléchissent beaucoup plus vite à ce nous que l'autre. Certains vont être plus encore dans un mode de je, alors que l'autre a déjà réfléchi, a déjà compris, encore une fois, la question du nous. Et cela, évidemment, dans la manière de gérer certaines logistiques du foyer, cela, évidemment, a une influence directe. Le troisième point qu'il faut avoir en tête, c'est ce qu'on appelle les attentes qui ne sont pas réalisées. On a tous des aspirations, on a tous des rêves. Et dans cette réalité-là, on est aussi conscient que ces rêves, eh bien, ne sont pas encore aboutis, ne sont pas encore accomplis. Quand on est justement, eh bien, face à l'autre, il faut bien saisir qu'il est tout à fait envisageable, tout à fait même louable, que avant d'arriver justement au conflit armé, il faut être conscient que la personne qui est en face, elle n'est pas forcément justement un ennemi, certainement pas, mais seulement sa réaction épidermique, j'ai envie de dire, elle est due à une attente, encore une fois, qui n'est pas accomplie. Et ça crée chez elle un détresse, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'elle replonge, qu'elle remet sur moi, qu'elle retransplante vers autrui. Le quatrième point, et ce qui est lié, j'ai envie de dire aussi, à cette attente qui n'a pas été accomplie, à ces aspirations qui n'ont pas été accomplies, c'est une dépréciation de soi. Il ne faut pas oublier encore une fois que dans cette problématique du conflit qui peut avoir lieu, ce qu'il peut en sortir, c'est une dépréciation de soi. Que vaut notre couple? Que vaut mon identité si je ne suis pas capable d'être à la hauteur de tes attentes? C'est ce qu'on appelle donc la ratra atzmit nemucha. Et c'est cela qu'il faut évidemment, il faut faire attention aussi à, d'un côté, pas peu de critiques, mais pas non plus trop de critiques. Le cinquième point, qui est la résultante de tout cela, ou l'origine de tout cela, c'est les périodes de stress. Et je vous le répète, vous êtes tous des jeunes couples, vous êtes tous des jeunes parents pour une partie d'entre vous. Ça veut dire qu'il y a automatiquement des questions de parnassa, il y a des questions au niveau de ma femme est enceinte, elle n'est pas enceinte, la question des enfants quand ils sont petits. Rassurez-vous, après 120 ans, ça se calme. Mais après 120 ans, c'est très calme. Il n'y a plus de stress, il n'y a plus de problème. Tout est très calme. Alors ça, le sixième point, évidemment, qu'on ne peut pas oublier, c'est la difficulté aussi du couple. Pourquoi la difficulté du couple? Pourquoi est-ce que le couple aurait une difficulté interne? Pour énormément de raisons. L'une d'entre elles, c'est dans le rapport d'appréciation mutuelle. Parce que je n'ai pas de la dépréciation personnelle, je parle de l'homme vis-à-vis de soi ou de la femme vis-à-vis de soi-même. Mais cette réalité-là, elle peut se combler quand l'homme est capable justement d'être reconnaissant à l'égard de son épouse et vice-versa. Il y a une anecdote que, si je ne vous ai pas racontée, j'ai eu l'honneur d'avoir, il y a Dan qui est là, donc il y était, et non, c'était pas cette année dernière, pardon. J'ai eu l'honneur d'avoir des garçons de la Yeshiva qui sont venus passer un Shabbat à la maison, et bref, et
machinalement, moi, je n'ai même pas fait ça pour qu'il y ait une leçon d'éducation qui soit ici évoquée à ce moment-là, mais comme quoi, bon, les élèves, ils repèrent tout et chaque chose. Il se trouve que quand ma femme m'a donné à manger, m'a servi mon assiette, naturellement, j'ai dit d'abord merci, et deux, j'ai dit que c'était très bon. D'accord? Bon, c'est bête ce que je vous dis. Ça fait des années que ma femme, me fait des plats et je la remercie, etc. Bien fait. Eh bien, il n'empêche que un élève en question qui était là à ce moment-là, m'a fait la remarque bien plus tard qu'il a remarqué que j'ai dit merci à ma femme, combien c'était très bon. Ça a une valeur aussi en tant que tel, Rabotai. Ce rapport d'appréciation, encore une fois, à l'égard de l'autre. On n'est jamais ingrat vis-à-vis de personne, encore moins vis-à-vis de son épouse ou vis-à-vis de son époux. Cette réalité, encore une fois, de ce manque de reconnaissance amène automatiquement une difficulté dans le couple. Les périodes, rentrons aussi dans des domaines un peu plus personnels, les périodes de nida, ou les périodes où il n'y a pas, justement, de satisfaction ou de périodes comment dirais-je, pas d'intimité, mais pas que à ce niveau-là. Cette période d'intimité où il n'y a pas ce sentiment, encore une fois, d'être apprécié. Tout cela, évidemment, si c'est protégé, si c'est préservé, ça évite le conflit armé. Dans le cas contraire, c'est aussi les résultantes, la racine de ce mot, de ce mal et de ces mots MAUX. Enfin, il y a le 7e point qui nous est évoqué, c'est la question, encore une fois, des qualités personnelles. Nous avons aussi un comportement, vous pouvez avoir, je vais me permettre pendant 2 secondes d'être un peu raciste, mais il y a certains de nos frères ashkénazes qui ne sont pas du tout des gens, comment dirais-je, détestables, ni manquant de chaleur humaine, mais parfois, ils peuvent donner le sentiment qu'ils t'aiment beaucoup, mais qu'ils sont profondément froids. D'accord? Parfois. Bien, cette réalité-là, on ne peut pas transformer un ashkénaze en séfarade. Et quand je dis, et pareil, un séfarade en ashkénaze. Si ça existe. On peut transformer un séfarade en ashkénaze, mais on ne peut pas tromper 1000 fois un homme. Bref, c'est pas la cité de la peur, ça n'a rien à voir. Aval, en tous les cas, le fait est, c'est qu'à partir du moment où une personne, elle a reçu une éducation, justement, où pour créer des amitiés, pour créer des affections, cela prend du temps, cela n'est pas évident. Dans son rapport, encore une fois, humain, il est pointilleux sur pas mal de choses. Il est évident que dans ce cas précis, ça lui sera très difficile de bouger 1 centimètre de ce masloul, de ce circuit, encore une fois, qu'il a emprunté. Vous n'avez pas été, en admettant, vous n'avez pas grandi dans une famille où il est évident que tous les matins, la première chose qu'on se dit l'un à l'autre, c'est bonjour. Et l'autre ne connaît pas le bonjour. Bah, automatiquement, ça va être compliqué alors que ce n'est pas quelque chose que vous pouvez découvrir en tant que fiancé, mais l'autre ne connaît pas le bonjour, ou ne connaît pas ce comportement-là, n'a pas été habitué à cela, n'a pas grandi avec cela. Enfin, ou, bichnal, dans certains phénomènes culturels, comme j'évoquais tout à l'heure les fameux beurres, mais même malheureusement, dans certaines familles séfarades, il est hors de question que la femme contredise son mari. Et la femme, au contraire, elle a grandi dans une famille où c'est tout à fait légitime et il n'y a aucun problème. Ces réalités-là créent des conflits. Et si on ne prend pas en considération les qualités internes de la personne avec qui nous vivons, pour des raisons, encore une fois, pédagogiques ou des raisons culturelles, automatiquement, ça amène à ce conflit. D'accord? Donc, les 7 points que nous avons évoqués doivent être pris en considération avant, encore une fois, de passer au stade, comme j'ai dit, de la Troisième Guerre mondiale. Il faut être conscient de cela. Avant d'arriver à la dispute, il faut être conscient de la valeur du dialogue. Quitte à dire, je répète, on en parlera, s'il te plaît, un peu plus tard, parce que je sens qu'on est un peu embêté, on est un peu contrarié, on est un peu stressé. Viens, on en parle un peu plus tard. Pour qu'on en parle de manière sereine. On n'a pas réussi à en parler de manière sereine, automatiquement, il y a eu la dispute. Petsuyan, tu vas disputer? OK. Et prends en considération tous ces paramètres de distinction entre un homme et une femme, entre un homme et une femme, et entre ce phénomène culturel qui existe au sein du foyer, comme je l'ai évoqué, avant de rentrer, justement, dans quelque chose qui peut amener à encore plus grave. D'accord? Enfin, la dernière question que Bezrat Hashem on fera la prochaine fois, c'est effectivement, après tout cela, comment est-ce qu'on sort du mashber? Comment est-ce qu'on sort concrètement, après avoir évoqué toutes ces problématiques psychologiques, comment est-ce qu'on sort
de ce conflit, de ce qui a peut-être, aux yeux de certains, pourrait affaiblir le foyer, encore une fois, parce qu'il n'a pas été solutionné et résorbé comme il se devait. Et ça sera pour la prochaine fois. Abota, est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Bechavod. C'est clair? C'est quand qu'on apprend les coups de ceinture, Rav? Tu sais que c'est enregistré, moi je m'en fous, mais pour ta femme, ça va être. Non, on voulait juste la taille, la pointure pour la babouche. Quand on la lance 48, 46, on n'était pas sûr de la taille. Je recommande le fer à repasser, mais pas branché. D'accord? Parce que quand il est branché, ça laisse des traces. Et ça, c'est très problématique. C'est juste qu'on fait un achat groupé, c'est pour que ça coûte moins cher. Hein. C'est juste. Voilà. Ou alors, non, il y a une troisième solution. C'est. Là, je profite parce que je pense à la parnassa de Benjamin. Si vous cassez les dents à votre femme, alors vous pouvez prendre rendez-vous après avec Benjamin Nakash. Une dent achetée, une dent offerte. Allez-y, les amis, il n'y a aucun problème. la mise autre. Alors, on verra si on reprend la semaine prochaine ou dans 15 jours, on dirait Bezrat Hashem. Shavuot Tov.